C'est à vous, Marie-Vonne. Bonjour à tous, c'est Marie-Vonne Normand. Je vous remercie de vous être connectés cet après-midi et je vois que vous y prenez goût puisque vous êtes plus de 200 connectés. Il faut dire que le sujet est important puisqu'on va parler de la reprise de l'activité de transplantation. On va aussi parler de l'évolution des mesures prises en dialyse. Comme d'habitude, le premier intervenant est Stéphane Burtet qui va nous faire une revue de la littérature et l'évolution des connaissances sur ce Covid. Donc Stéphane, on a des petits problèmes techniques, donc j'espère que sa présentation va apparaître. Non, c'est pas la bonne, tant qu'à faire. Hop. La voilà, normalement, qui arrive. En diaporama, ici. C'est ça. Voilà. Il faut se mettre en diaporama. Voilà. Alors, Dubé Laurent, Yann, étoile. C'est à vous, docteur Burtet. Eh ben, alors juste si vous pouvez vous mettre en diaporama, parce que moi je vois comme si c'était une présentation. Pourtant, alors, là, j'y suis. Bizarrement. Comme ça. Non, non, c'est pas bon. Sinon, vous pouvez les faire passer. Hein. Donc, allez directement à la troisième, on va gagner un peu de temps. Si vous pouvez y aller. Parce que moi, je peux rien faire. Hein, donc. Oui, là, on y est normalement. Moi, moi, je vois pas sur mon écran. Ah, voilà. Comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors. Ouais. Donc, la question de savoir qu'est-ce que alors, attendez, j'ai un petit problème parce que moi, j'arrive pas à voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Covid-19? Donc, je vous rappelle que le nom du virus est SARS-CoV-2 et le nom de la maladie, c'est Covid-19. Donc, c'est une zoonose. C'est un virus, donc le SARS-CoV-2, qui est de la famille des coronavirus, c'est le virus du rhume en pratique. Et l'idée actuelle, c'est qu'il a été transmis de la chauve-souris à l'homme, probablement via un autre intermédiaire. Le plus probable, c'est que ce soit le pangolin. Il y en a d'autres qui sont possibles, mais on va rester sur le pangolin. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vraiment un virus de la chauve-souris. Et un point important, c'est vraiment un virus naturel. Hein. Il y a pas d'argument, voire aucun argument pour dire que c'est un virus qui a été créé de toutes pièces. Donc, c'est une maladie, comme description, c'est une pneumopathie interstitielle, a été décrite en janvier 2020. Et donc, ce virus, il s'appelle Corona parce qu'il est entouré alors ce que vous pouvez voir sur le côté gauche de l'écran. Donc, c'est un virus en orange avec plein de petites pointes, des spikes. Et c'est à cause de ça, comme ça fait une couronne qu'on appelle Corona. Et il se fixe à son récepteur qui s'appelle ACE2. Et grâce à ça, il va pouvoir rentrer dans la cellule, comme vous pouvez le suivre sur le petit schéma qu'il y a de l'autre côté. Puis après, il rentre dans la cellule, il se multiplie à l'intérieur de la cellule, qui le relibère et ainsi de suite, le cycle viral. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? Non, moi, je ne vois pas. Non. Ça va m'agacer ici, cette histoire. Est-ce que l'on le voit? Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme alors, ça. Voilà, alors, les symptômes, c'est une maladie qui est clairement assez souvent asymptomatique, entre 40 et 60% des cas. C'est très dépendant de l'âge, on reviendra dessus. Alors, la contagiosité, maintenant, les choses sont assez claires. Elle commence 2 jours avant le début des symptômes. Donc, ça commence chez les patients. Même s'ils vont devenir symptomatiques, on est contagieux avant d'avoir des symptômes. Hein, donc voilà, c'est ce qui rend toute la complexité pour contrôler cette infection. Et pendant 7 jours au moins, on est contagieux derrière. C'est très dépendant de la gravité. Les formes les plus graves peuvent être contagieuses beaucoup plus longtemps. C'est une maladie qui a une incubation en temps médian d'à peu près 5 jours, mais ça va de 5 à 10 jours.
mais la majorité des gens vont avoir des symptômes à partir du 5e jour. C'est une maladie qui est générale maintenant. C'est pas qu'une maladie pulmonaire, c'est pas qu'une maladie qui touche la sphère ORL. Donc elle peut toucher le cerveau avec des tableaux neurologiques qui sont encore en cours de description, le cœur et les vaisseaux sanguins essentiellement avec un risque de thrombose, de faire des cailloux dans les vaisseaux avec un risque d'embolie pulmonaire. Elle peut toucher le foie, le tube digestif, hein, à peu près 15% des patients vont avoir des diarrhées, bien évidemment le poumon et puis le rein avec une atteinte qui est en cours de démembrement. Donc c'est vraiment une maladie générale et les symptômes dépendent vraiment de la gravité. On va voir ça sur la diapositive suivante. En gros, 80% des patients vont faire des formes peu graves, à peu près 20% des formes plus graves et 5% auront besoin de réa. Alors, les symptômes, ce qu'il y a d'intéressant maintenant, c'est qu'on a eu 2 articles la semaine dernière qui montrent vraiment 2 tableaux très différents avec des formes peu graves. Donc là, c'est un interrogatoire de 1420 participants. Il n'y a pas eu de décès, c'est des gens jeunes. Et donc, ce qui dominait comme symptômes, c'était des maux de tête avec une perte de l'odorat dans 70% des cas. Et puis après, des signes ORL plus des douleurs musculaires, donc comme une grippe, de la toux dans à peu près tout ça dans 60% des cas. Et puis la perte du cou, des maux de gorge dans 50% et de l'essoufflement seulement dans moins de 50% des cas et de la fièvre pareil dans moins de 50%. Donc ces gens-là ont une évolution relativement bénigne, aucun n'a été hospitalisé, donc c'est vraiment un tableau qui est très peu grave. Et à l'opposé, il y a une grosse série anglaise maintenant, avec plus de 11 000 personnes. Là, c'était des gens qui rentraient à l'hôpital et c'était les symptômes à l'arrivée à l'hôpital. Ils sont beaucoup plus âgés, 72 ans, et beaucoup de décès, puisque au moment où le papier a été fait, il y a 33% de décès. Et là, ce qui domine, c'est la toux et la fièvre, dans plus de 70% des cas, et juste après l'essoufflement. Et vous voyez, par exemple, si on prend un symptôme comme les maux de tête qui étaient en numéro 1 dans les formes peu graves, là, il est seulement présent dans 15% des cas. Pareil pour les douleurs musculaires, hein, les myalgies. Et puis, il y avait un nombre assez important, hein, à peu près un quart des patients qui avaient un tableau de gastro-entérite. Donc, vraiment, avec ce qui domine comme symptôme au départ, on peut à peu près prédire la gravité. Voilà, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est une maladie qui est grave? Alors, la mortalité chez les patients infectés, hein, j'insiste sur les patients infectés qui soient asymptomatiques ou symptomatiques, et je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'asymptomatiques. Actuellement, elle est de 4 personnes sur 1000, soit 0,4%, soit 4000 morts par million. Vous voyez, ça prend une dimension différente en fonction de comment on présente les résultats. Donc, c'est une maladie qui est quand même grévée d'une assez forte mortalité. L'âge, c'est le facteur qui a le plus d'impact. À partir de 40 ans, on voit vraiment une augmentation quasi linéaire de la mortalité avec les patients les plus âgés qui vont avoir le plus grande chance de mourir et le sexe masculin qui multiplie par 2, quel que soit l'âge, le risque de forme grave. Et puis après, ce qu'on sait maintenant, c'est que toutes les maladies chroniques sont des facteurs de risque des formes graves. Alors, ce qui a surtout émergé, c'est l'obésité, le diabète, la maladie rénale chronique et dans une série très récente, l'immunosuppression et avec en particulier une hémopathie maligne qui est en cours de traitement ou une transplantation d'organes. Donc clairement, là, on est quasiment à un facteur 4 pour la gravité, donc clairement l'immunosuppression est en train d'apparaître comme quelque chose de très important. La diapositive suivante. Alors, je vous ai mis une représentation de sa gravité parmi les autres maladies infectieuses. Et vous voyez actuellement hein, le nombre de décès moyens par jour dans le monde dû au Covid, c'est 2000. Ça vient de passer au-dessus du paludisme. Et puis, il y a plus que 4 maladies infectieuses qui tuent plus par jour que le Covid à l'heure actuelle. Il y a le sida, des pneumonies, l'hépatite B, et puis bien évidemment la tuberculose qui reste une grande faucheuse. Donc vous voyez, c'est une maladie qui clairement a un impact certain sur la mortalité dans le monde. La diapositive suivante. Alors, comment le virus se transmet? Ça, vous commencez tous à le savoir. C'est des gouttelettes. Alors, soit une transmission directe quand on vous parle, quand vous mangez en face de quelqu'un, on postillonne, et même si on ne voit pas les postillons, c'est des petites gouttes qu'on transmet. Ça, c'est le plus souvent, et c'est assez bien prévenu si tout le monde porte un masque, ou quand vous touchez une surface contaminée.
Hein. Le gros intérêt, c'est que c'est un virus qui est assez fragile, qui résiste pas aux solvants et en particulier au savon. Alors dans l'air, on a cru au début que les aérosols n'avaient pas de rôle. En fait, c'est faux, mais c'est surtout dans les espaces confinés. Et il y a un espace confiné où clairement c'est un vrai problème, c'est les toilettes. Ça a été bien montré qu'il y avait des niveaux d'aérosols contagieux dans les toilettes. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'aérer tous les espaces confinés. Et donc il faut se protéger, ce que vous savez, hein, se laver les mains, nettoyer les surfaces souvent, éviter les contacts avec des malades, une distance d'au moins 1 mètre. Et puis, moi, j'en rajoute une qui est quand même éviter, à mon avis, les toilettes publiques. Comme on parle de déconfinement, le but du déconfinement, c'est de maîtriser l'infection et l'épidémie. Et donc, ça veut dire d'avoir un RT inférieur à 1. Alors, c'est quoi le RT? Vous avez peut-être entendu parler. Le RT, c'est le nombre de gens qu'on contamine à partir d'une personne. Donc, vous voyez ici un RT qui est égal à 1. Il y a une personne qui est infectée, qui va en transmettre à une, qui va en transmettre à une. Et donc, là, on arrive à maîtriser l'épidémie. Idéalement, il faut avoir un RT à moins de 1 où l'épidémie reflue. Par contre, vous voyez que dès que vous avez des RT qui sont supérieurs à 1, ici c'est 4, eh bien, une personne transmet à 4, qui vont transmettre à 4, et ainsi de suite. Et vous voyez, seulement au bout de 4 contacts, on a une explosion de l'épidémie et c'est ce qui se passe. Donc, tout le but, ça va être ça. Et tout le but de ces mesures barrières, c'est de limiter la taille du RT. La diapositive suivante. Alors, un vrai problème, c'est les asymptomatiques et les paucisymptomatiques. À l'heure actuelle, la fréquence, elle est estimée entre 6 et 87% en fonction des papiers, mais en fait, c'est en fonction de l'âge. Si, par exemple, quand vous prenez ce qui s'est passé sur le Charles de Gaulle, c'est que des hommes jeunes en bonne santé, il y a un nombre d'asymptomatiques qui était à presque 60%. Vous prenez un bateau où il y a que des sujets âgés, vous avez moins de 30% d'asymptomatiques et ça marche assez bien. Et donc, c'est un vrai problème, ces asymptomatiques, puisqu'ils peuvent transmettre la maladie, tout à fait, mais ils n'ont pas de symptômes, donc on ne peut pas les identifier. Les enfants, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'on a longtemps cru qu'ils étaient moins infectés, etc. Pas du tout. Hein, ils sont autant infectés que les autres, mais la seule chose, comme vous pouvez le voir ici, ils ont beaucoup moins de symptômes, ils ne font pas de formes graves, ou exceptionnellement des formes graves, et il y en a que 60 à 70% qui ont de la fièvre, alors qu'elle est beaucoup plus fréquente dès qu'on avance en âge. Et puis une chose importante, c'est qu'il y a un concept, ce qu'on appelle de super spreader, de super transmetteur. Et ce qui a été montré, par exemple, dans des études chinoises, c'est que 9% des cas initiaux contaminent 80% des proches. Donc il y a vraiment des gens qui ont une grande capacité à cracher du virus. Et bon, pour l'instant, on ne sait pas les identifier cela, et ce qui est un véritable enjeu. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger de façon globale. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai appelé ça la non-question du masque. Hein. Alors, ça reste toujours un peu débattu en France pour des raisons qui sont plus politiques que scientifiques. Clairement, on met un masque quand on a des symptômes respiratoires, quand on vient à l'hôpital, avant de rentrer dans les locaux, quand on va avoir des contacts avec des gens qui présentent des symptômes respiratoires, et dans tous les espaces confinés, quand la distanciation est impossible ou si les espaces ne sont pas assez aérés. Les transports en commun, c'est indispensable de mettre un masque. Les magasins, c'est rare que les magasins soient très aérés. Et puis, j'insiste encore une fois, les toilettes. Et là, j'ai mis comment on met un masque correctement. Hein. Alors, je vous ai mis, c'est un masque dit non conventionnel. Hein. C'est des masques en tissu, ce qui est largement suffisant, à mon avis, dans la vie quotidienne. À l'hôpital, on vous donnera, en tout cas chez nous, on donne des masques chirurgicaux à l'entrée. Donc, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 20 secondes. On met le masque sans toucher devant, juste en tenant les visières, on l'accroche derrière, et puis on ne touche pas son visage ou le devant du masque, parce que sinon, c'est pas une bonne chose, parce que c'est là où il risque d'avoir des virus, c'est là où normalement c'est bloqué. Et quand vous l'enlevez, vous touchez pas votre visage, vous touchez pas le masque, et vous lavez les mains après. Pour laver les masques en tissu, soit savon, tout bêtement, au savon, soit vous les mettez à la machine à laver, ça résiste pas. S'il y a un détergent, ça ne résiste pas. C'est un virus qui est très très fragile, qui ne supporte pas les détergents. Donc la diapositive suivante. Alors comment on va faire le diagnostic? Alors il y a le prélèvement nasopharyngé où on va vous dire est-ce que vous l'avez eu?
Si c'est pas désagréable, c'est que ça a été mal fait. On fait après un examen qu'on appelle une PCR. On dit qu'il y a 30 à 40% de tests faussement négatifs. On sait maintenant que c'est lié à la qualité du prélèvement. Si on va pas assez loin, si on tourne pas assez, le prélèvement est pas bien fait et c'est pas bon. Probablement, il va y avoir des tests salivaires bientôt qui seront beaucoup plus simples. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on dépiste? On dépiste cette courbe bleue là, en fait. Hein. On cherche ce moment bleu. Hein, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous commencez à cracher du virus probablement 2-3 jours avant que vous ayez des symptômes, et puis après, vous en gardez pendant une bonne semaine, voire un petit peu plus, mais surtout, c'est pendant la première semaine où il y a du virus, c'est la courbe rouge. Et puis, ce qui va arriver aussi, c'est la sérologie. La sérologie, elle permet de dire, est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez été en contact avec ce virus, même si vous avez été asymptomatique, et ça étudie la réponse de l'organisme à l'attaque du virus, et donc les anticorps apparaissent plus tardivement. Ici, vous les voyez, ici classiquement avec 2 types d'anticorps IgG, IgM, peu importe, et on peut les détecter, et on commence à voir des kits qui vont arriver qui sont d'assez bonne qualité, et ça va surtout servir pas tellement à l'individu en lui-même, mais plus au niveau populationnel pour connaître la réelle étendue de la maladie. La diapositive suivante. Alors, combien il y a eu de dialysés et de transplantés? Donc, je vous ai mis les chiffres qui sont sortis aujourd'hui. À l'heure actuelle, il y a eu 3% de la cohorte de dialysés français qui a eu la Covid-19 et 1% de la cohorte de transplantés. Et parmi ces patients infectés, il y a eu 17% de décès chez les dialysés et 15,6% de décès chez les transplantés. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là aussi, comme en population générale, il y a pas mal d'asymptomatiques, plus de 30% d'asymptomatiques, quand on fait un peu du dépistage systématique, ce qui a été fait dans certains centres de dialyse. Donc, il faut les interpréter avec prudence parce que c'est des chiffres un peu bruts et donc il faut un petit peu qu'ils soient stabilisés, en particulier des travaux sérologiques qui permettront de mieux déterminer s'il n'y a pas encore plus d'asymptomatiques dans les centres. Alors, la diapositive suivante. Alors, la Covid, hein, je veux dire, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, dans certains pays, c'est en train d'être responsable d'une vraie surmortalité. Vous avez ici l'Angleterre où on va être à plus de 50%, la France, on est à 34%. Un pays qui est souvent cité en exemple parce que ça semble être formidable, hein, c'est la Suède, mais vous voyez qu'ils ont aussi une surmortalité importante. Et puis, il y a les bons élèves, la Norvège, Israël, l'Afrique du Sud, où il y a eu des confinements très très stricts, très durs, où on n'a pas du tout ce phénomène de mortalité. Et puis à côté de ce phénomène de surmortalité, on a des effets collatéraux avec moins de venues à l'hôpital. Et par exemple en Italie, ça a été analysé, hein, il y a beaucoup moins de venues pour des infarctus et de façon concomitante, on s'est aperçu qu'il y avait plus de morts subites dans la rue dans cette région en Italie. Donc il y a peut-être un petit lien de causalité. Alors, quelque chose de bien, c'est que le confinement, ça permet de contrôler la Covid, mais aussi d'autres maladies. Et dans 2 articles, un au Japon et un au Hong Kong, on a montré qu'on avait cassé l'épidémie de grippe saisonnière. Et bien évidemment, cette maladie, du fait du confinement, mais aussi de son génie propre, elle a un retentissement aussi bien économique que social, qu'environnemental probablement. Et ça a été bien étudié dans cet article du British Medical Journal. Et c'est vraiment une maladie globale. Hein. On ne peut pas dire que c'est pas qu'un problème de santé, la Covid-19, c'est un problème global, vu ce qui est en train de se passer. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, est-ce que se confiner, ça sert à quelque chose, hein? J'ai appelé ça le retour du politique. Alors, je vous ai mis 2 exemples. Les cas de nouveaux décès par Covid-19 dans 2 pays qui sont à peu près similaires, en tout cas des pays nordiques. La Norvège qui a confiné très très tôt. Et vous voyez le nombre de décès, hein, c'est très très peu de décès en Norvège. Et vous avez l'autre exemple, l'opposé, c'est la Suède qui n'a pas du tout confiné, qui a une politique de distanciation seule, qui a tout laissé ouvert. Et vous voyez que, contrairement à la Norvège, alors que là, pour le coup, la génétique est à peu près équivalente, en tout cas, on ne peut pas incriminer ça, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de morts, donc on peut imaginer que le confinement a un impact. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous ai mis, à mon avis, ce qui sont les 2 pays totalement opposés. Alors, vous voyez, c'est les nouveaux cas, hein, cette fois-ci de Covid-19. La Nouvelle-Zélande en bleu et en rouge les États-Unis. Vous voyez au début de leur épidémie, chacun la même pente au début. Puis la Nouvelle-Zélande, politique très volontariste, très agressive d'isolement, de confinement, de distanciation sociale. Et puis vous voyez, vraiment, il n'y a plus de nouveaux cas. Et
on peut dire à l'heure actuelle, il y a un papier du Lancet aujourd'hui qui est sorti qui dit qu'il n'y a plus de Covid-19 en Nouvelle-Zélande. Hein, donc vraiment, ils ont éliminé. Puis de l'autre côté, un pays qui a pris une autre politique moins drastique, et ben, vous voyez, ben, ils sont toujours actuellement à 20 000 cas de contamination par jour, et ça risque d'être comme ça encore pendant un petit peu de temps. Donc probablement, le confinement a vraiment un impact, même s'il est difficile à tenir sur le long terme. On voit son effet. La diapositive suivante. Alors en termes de traitement, je répète encore ce que j'avais dit, il y a de plus en plus d'arguments. On n'arrête pas ces médicaments pour l'hypertension artérielle. Si on est bien équilibré, il n'y a aucune raison de changer le traitement si on les supporte bien. Et si on veut changer, on en discute avec son médecin. Et il n'y a aucune raison d'arrêter deux types de médicaments, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine, qui clairement n'augmentent pas le risque de forme grave. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement efficace qui est démontré. Il n'y a aucun médicament à l'heure actuelle qui permet de soigner la Covid de façon certaine. Il y a encore plein de molécules à laisser. On va avoir des réponses, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et actuellement, le meilleur traitement, probablement, c'est de ne pas l'attraper, surtout quand on est à risque de forme grave, quand on est âgé, quand on est un homme et quand on a des comorbidités comme l'insuffisance rénale, comme si on est transplanté. Donc, il faut se protéger individuellement. En pratiquant la distanciation sociale, lavage des mains, port du masque. Hein. Alors, je vous ai mis un masque, si vous avez envie de mettre celui-là, il est certainement hermétique. Et puis, se protéger de quelque chose d'important, qui est l'infodémie, toutes ces fausses informations, ces fausses nouvelles qui sont propagées et qui génèrent plus d'angoisse qu'autre chose. Voilà. Donc, la diapositive suivante. Donc, en termes de conclusion, je crois qu'on peut dire que la Covid-19, c'est vraiment une maladie qui est violente dans sa présentation clinique, dans ses impacts. C'est une maladie qui est potentiellement grave, et je le répète encore une fois, en fonction de l'âge, des comorbidités, en particulier la maladie rénale chronique, ou la présence d'une transplantation d'organes. Il est important de se protéger, distanciation sociale, lavage des mains, port de masque, encore une fois, port de masque, surtout si on a un groupe à risque. Il faut aussi continuer à se soigner. Je crois que les néphrologues ont vraiment pris ça à cœur en faisant beaucoup de téléconsultations. Et il faut continuer. Hein, voilà. Il faut parler de vos peurs. Hein, le plus simple, c'est quand même de parler de vos peurs avec votre néphrologue pour essayer de désamorcer et de dire des choses qui sont un petit peu réelles. Voilà. Et puis, ne croyez pas au miracle. Hein. En médecine, il n'y a pas de miracle. Quand c'est un miracle, c'est que c'est une fausse nouvelle. Et je vous incite à toujours demander de voir les sources quand on vous annonce des choses extraordinaires. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane pour cette présentation très claire et aussi ces messages extrêmement importants que tu passes. La présentation suivante est celle de François Vostorsnik, qui est président de la commission dialyse de la Société de néphrologie, de la SFNDT, et qui a rédigé des préconisations pour un allègement des mesures en dialyse avec le déconfinement. Donc François, est-ce qu'on aura… Non, voilà. Ah bah c'est très bien, son PowerPoint apparaît facilement. Bien, bonjour à tous. Cécile, je ne sais pas si vous pouvez me mettre aussi en mode présentation. Sinon, on va rester comme ça. Bon, écoute. Magnifique. Bon, on va rester comme ça. Bien, donc, je vais vous parler des préconisations que la SFNDT a rédigées avec l'aide de France 1, hein, comme vous avez pu voir sur les logos, cette première diapositive. C'est un travail de la commission de dialyse, du bureau de la SFNDT et donc de France 1 pour préparer pas seulement le déconfinement, mais je dirais plus globalement la poursuite de la prise en charge de la dialyse à la pandémie Covid. La diapositive suivante, merci, elle reprend les chiffres que Stéphane Burté vient de vous annoncer. En ce qui concerne la place du Covid-19 chez les patients dialysés et transplantés, vous voyez que environ 3,5% des patients dialysés en France sont Covid+. La moitié de ces patients sont en Île-de-France et vous savez que les grands clusters, les
les régions qui sont les plus rouges sur la carte des départements ou des régions, ça reste l'Est de la France et puis la région Île-de-France. Donc, il est clair que dans ces régions, le pourcentage de patients dialysés positifs est bien plus élevé que les 3,5% qui sont en moyenne nationale. Mais globalement, ce que l'on observe, c'est que ce pourcentage de patients dialysés est inférieur au pourcentage de patients positifs dans la population générale. Et ça rejoint l'idée qu'on voit sur les courbes en bas et à droite, à savoir que les mesures de confinement, d'isolement, des mesures barrières qui ont été mises en place assez strictement dans les centres de dialyse et le plus vite possible, le plus possible par anticipation, ont permis de contrôler l'extension de la pandémie dans ces populations de patients a priori très exposés, puisque les patients dialysés vont 3 fois par semaine en milieu hospitalier ou dans un centre de dialyse, donc avec un risque d'exposition à de forte concentration de Covid. Et malgré ça, on voit que l'extension de l'épidémie Covid-19 dans ces populations de risque a été contenue donc autour de 3,5% avec un plateau. Environ 4 semaines après la mise en place du confinement, ça a été contrôlé. C'est ce qu'on voit ici sur la courbe de droite où on voit qu'à partir de la mise en place du confinement, quelques semaines plus tard, on a un nombre total de cas de Covid-19 chez les patients dialysés et transplantés qui arrivent à un plateau. Les chiffres qui sont illustrés ici sont les chiffres transmis par l'ADM avec, il faut bien le garder en mémoire, des précautions à avoir sur ces résultats qui ne sont pas consolidés, c'est-à-dire que toutes les données ne sont pas encore remontées. Et par exemple, sur la courbe de gauche, vous voyez ici la petite indentation qui doit correspondre au report, enfin, au délai de déclaration du correspondant au lundi de Pâques. Il est possible qu'il y ait quelques jours de décalage entre la survenue des événements et puis leur déclaration dans l'ADM. Donc ces chiffres ne sont pas absolument formels. Diapositive suivante. Merci. Donc, en introduction à ces préconisations, les objectifs que nous avions en tête, c'était d'abord de continuer à garantir une offre de soins adaptée à la prise en charge des patients dialysés partout sur le territoire en limitant le risque de transmission de l'infection. Et autant toutes les filières de soins et tous les centres de dialyse au sens large ont été mis à contribution pour prendre en charge les cas de patients Covid qui survenaient dans leur filière de soins, et bien autant avec la perspective du déconfinement et puis de l'allègement de la pression Covid qu'on a en ce moment, eh bien on doit permettre à ces centres de se réorganiser pour toujours avoir la meilleure offre de soins. Ça, c'est un point important. Ces préconisations, elles doivent être adaptées aux contraintes locales. Elles seront aussi adaptées à l'évolution des connaissances sur la prise en charge du Covid-19, des connaissances sur les traitements disponibles et sur la manière donc au mieux les prendre en charge. Le troisième point rejoint également ce qu'a dit Stéphane Burté sur l'importance, à mon avis, capitale de maintenir les règles de prévention, les mesures barrières, la distanciation sociale, ne pas lever le confinement brutalement et de façon abrupte chez des patients qui sont à risque de formes graves de Covid-19, puisque on a vu que leur mortalité était élevée. On redoute l'apparition d'une deuxième vague de Covid-19, on la redoute dans un délai variable, vous suivez les informations, de quelques semaines à quelques mois. On espère que la sagesse collective va permettre de limiter la reprise des cas, mais il est clair que dès les semaines qui vont venir, on aura des indices sur le risque de reprise et que dans l'attente de ces indices, on a, à mon avis, intérêt à être le plus prudent possible pour nos patients dialysés et, encore une fois, compte tenu de leur risque élevé. La diapositive suivante. Donc, premier objectif, c'est de limiter le risque de transmission dans les unités de dialyse lors des séances de dialyse, puisque, encore une fois, ils sont exposés en milieu hospitalier à une forte pression du Covid et donc au risque d'attraper une forme sévère. Là aussi, il faut avoir en tête que l'isolement, les mesures barrières, c'est vrai quand on est en milieu hospitalier, mais c'est vrai aussi pour ce qui concerne la prise en charge en dehors de séances de dialyse, et c'est vrai aussi pour ce qui concerne le reste de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'essentiel du temps. Des transports en commun, le passage aux toilettes, les cours dans les magasins, ces choses qui vont devenir plus faciles. Il faut que ce soit des moments où on doit malgré tout s'efforcer de respecter ces mesures barrières. Un deuxième point important, c'est
de revenir à la meilleure offre de soins possible, l'offre de soins la plus adaptée aux besoins. Quand la pandémie est arrivée, beaucoup de centres de dialyse ont dû s'adapter pour prendre en charge au mieux les patients Covid+, notamment en organisant du cohorting, c'est-à-dire le groupement des patients sur des roulements de dialyse spécifiques. Donc, ça a imposé dans certains centres des transferts de patients ou des aménagements de protocoles. Et il faut, dès que c'est possible, s'efforcer de rendre aux patients dialysés les protocoles qui leur étaient adaptés avant et qui, donc, de manière transitoire, ont été modifiés pour faciliter l'organisation collective. Donc, rétablir la dose de dialyse si celle-ci a été modifiée. Diapositive suivante. Un premier point à discuter dans cette prise en charge dans le contexte du déconfinement possible, c'est le premier point, c'est la protection des soignants avec, je répète, des choses qui ont été dites dans des premières préconisations de la SFNDT, qui ont été rappelées par Stéphane Burté, l'importance des ports des équipements de protection individuelle adaptés et le maintien des règles barrières, il faut vraiment le répéter. En secteur non-Covid, c'est le masque chirurgical pour tous. En secteur Covid, c'est pour les soignants le port du masque, d'une tunique, d'une surblouse de tablier, d'une charlotte, des gants, des lunettes. Port du masque, ça signifie qu'il ne faut pas l'enlever pendant toute la période, c'est-à-dire qu'on ne peut pas boire, qu'on ne peut pas manger, que ce soit pour les soignants ou pour les patients. Donc, c'est l'explication de la nécessité de suspendre la collation pendant les séances de dialyse. Et puis, vous savez, dans le cas où un prélèvement PCR est nécessaire pour un patient, eh bien, le soignant doit porter un masque spécial qui est le masque FFP2. En revanche, pour le reste des soins et de la prise en charge, c'est le masque chirurgical qui doit être porté dans le centre de dialyse et dans les transports. Je reviens sur l'importance d'alerter sur le risque de transmission hors des périodes qui sont directement liées aux soins. Parce qu'on le sait, il y a un certain nombre de cas, ce sont dans ces périodes que les transmissions ont pu se faire vers des soignants ou vers des patients. Donc, échelonner les pauses du personnel pour limiter les contacts. Éviter, pas de repas collectifs, pas de repas en face à face. Et puis, le port du masque, c'est certes pendant les séances de dialyse, en secteur Covid moins ou en secteur Covid, mais c'est aussi pour les périodes de transport vers le centre de dialyse, vers le retour à son domicile. Une règle simple, un soignant symptomatique ne doit pas venir travailler avec une durée d'éviction d'au moins 7 jours, dont au moins 48 heures sans symptômes. Diapositive suivante. En unité d'hémodialyse, que faut-il continuer à faire? Eh bien, c'est d'abord encore maintenir les règles de prise en charge initiale, d'accueil des patients, du questionnaire que vous devez connaître sur la présentation de symptômes, l'exposition à des patients contacts, la prise de température, et la poursuite du cohorting des patients Covid, de manière à les regrouper dans des secteurs où l'isolement le plus rigoureux est possible, avec un personnel qui, si possible, est dédié à ces patients. En général, c'est un personnel d'ailleurs un peu renforcé, avec, on a vu, les tenues, gants, lunettes nécessaires. Le respect des mesures de distanciation qui peut nécessiter, dans des centres où les postes sont rapprochés, la mise en place de paravents, de manière à éviter, encore une fois, le passage du virus entre les patients. Pour ces raisons de distanciation, pas de visite par des accompagnants en secteur de dialyse. Et puis, hors de la salle de dialyse, eh bien, il faut veiller à ce que les circuits de transport et de brancardage des patients Covid+ et Covid- ne se croisent pas, dans la mesure du possible, ou si ça n'est pas possible, veiller à ce que le passage des patients Covid dans la salle de dialyse se fasse sans contact avec les autres. Par exemple, le patient Covid sortira de la dialyse quand tout le monde est sorti. C'est des choses qu'il faut essayer de réaliser. Donc, le port du masque par les patients de la sortie du domicile jusqu'au retour à domicile. Donc, le patient va avoir un masque dès son arrivée dans la structure de soins, qu'il gardera pendant la séance de dialyse et avec laquelle il rentrera à son domicile. Il reviendra ensuite au centre de dialyse avec un masque et un nouveau masque lui sera donné à son arrivée dans le centre. Pour les patients qui rentrent chez eux, qui sont ambulatoires, il faut qu'ils soient informés des symptômes d'alerte sur le Covid-19 et qu'ils aient connaissance du numéro de téléphone qu'ils pourront joindre 24 heures sur 24 si ces symptômes d'alerte se manifestent. Diapositive suivante. Pour les patients en dialyse à domicile, donc rappeler les mesures barrières, rappeler l'importance du confinement, de limiter les contacts, rappeler la nécessité d'éviter toute sortie inutile, et ça reste vrai après le 11 mai.
La poursuite des soins hors dialyse nécessite de maintenir le contact avec les différents spécialistes nécessaires et essentiellement en recourant aux téléconsultations, mais en maintenant les consultations présentielles quand elles sont nécessaires. Et je voudrais rappeler que s'il y a eu par exemple une décision très officielle de suspendre la transplantation rénale, il n'y a jamais eu de décision imposée de suspendre les consultations et le maintien de consultations présentielles a toujours été possible dès lors qu'elles étaient nécessaires. Donc, maintenir les téléconsultations, mais un patient qui a besoin d'une consultation présentielle, eh bien, il faut qu'il la fasse et que, bien sûr, son accueil soit organisé pour qu'il soit fait en sécurité et sans risque de transmission. En téléconsultation, on doit aussi s'efforcer de rappeler les mesures de prévention, ce qui a été également délivré aux patients dans les séances d'information et d'éducation thérapeutique, rappeler l'autosurveillance des signes cliniques, et puis de manière générale, les patients qui étaient ambulatoires Covid plus et traités donc dans des unités d'autodialyse ont été repliés sur des unités un petit peu plus lourdes pour faciliter leur surveillance. Là aussi, il s'agira de voir quand leur retour vers les unités d'autodialyse sera possible. En ce qui concerne le sujet plus particulier de la dialyse péritonéale, il y a des préconisations qui ont été énoncées par le RDPLF, par le registre de dialyse péritonéale de langue française, sur laquelle on peut se reporter pour plus spécifiquement le suivi des traitements en DP. Diapositive suivante. Dans le cas du patient infecté par le Covid, quels sont les points plus particuliers? Donc, première chose, en ce qui concerne son protocole de dialyse, là encore, le protocole de dialyse doit être le plus adapté à la dose de dialyse doit être la plus adaptée à ses besoins. Donc, si les protocoles ont été modifiés, il faut encore une fois les optimiser. Veiller au poids sec, c'est probablement très important également chez les patients Covid, peut-être plus important encore en cas d'infection Covid. Attention au traitement anticoagulant. Et puis, attention au traitement plus spécifique du Covid, sur lequel on a encore un manque de preuves important, mais il y a le standard of care, ce qu'il faut faire de toute façon. Et puis ensuite, il y a les protocoles thérapeutiques spécifiques qui pourront être proposés aux patients dialysés et dans lesquels ils pourront donc éventuellement être inclus. Mais je pense qu'il faut raisonnablement le faire dans le cadre de ces protocoles pour avoir les meilleures évaluations possibles. Après le Covid, quand est-ce que les patients peuvent revenir en zone non Covid? Eh bien, le délai compte. Le délai est considéré comme plus long que pour les patients indemnes de la maladie rénale. Les patients dialysés sont considérés comme des patients immunodéprimés et donc on considère qu'il faut un délai de 3 à 4 semaines, donc 48 heures sans symptômes, pour revenir en zone non Covid. Il faut donc que la date de diagnostic du Covid soit bien identifiée pour qu'on puisse compter ce délai. Ensuite, est-ce qu'il faut faire des tests pour retourner en zone non Covid? Eh bien, les autorités de santé n'ont pas d'avis tranché sur cet aspect-là, donc il n'y a pas d'imposition à ces tests, mais très clairement, les filières, les centres de dialyse se sont organisés de manière locale et ils ont suivi des pratiques. Eh bien, ils vont continuer à respecter, je pense. Et pour les centres de dialyse qui sont assez nombreux, qui réalisent des PCR de contrôle avant de reprendre un patient en zone Covid négative, la règle, c'est assez souvent de réaliser 2 PCR à au moins 48 heures sans symptômes pour reprendre ces patients en zone Covid négative. Et assez logiquement, si un patient a eu une PCR de suivi 2, 3, 4 semaines après le diagnostic, eh bien, il faudra attendre que la PCR soit négative pour que le patient retourne en zone Covid moins. Enfin, attention, il faut aussi avoir en tête que si le patient doit être isolé pendant la séance de dialyse, il faut aussi qu'il puisse l'être lorsqu'il rentre à son domicile. Et si ça n'est pas le cas, il faudra trouver une solution pour que son confinement soit possible et limiter la transmission à son entourage. Donc, il n'est pas forcément facile, mais il faut aussi aborder cette question-là. Diapositive suivante. Alors, les patients suspects, eh bien, il faut les dépister. Donc, ça peut être parce qu'un patient a eu des symptômes d'alerte, qu'il a contacté son centre de dialyse, il a alerté l'équipe soignante et il faut organiser à ce moment-là un dépistage dès son arrivée. Et idéalement, il faut qu'il soit réalisé ce dépistage dans un local spécifique qui pourra être désinfecté après le prélèvement
de façon à limiter encore une fois le risque de transmission à l'entourage. Le dépistage doit être fait et le résultat obtenu assez rapidement pour que la séance suivante, au plus tard, soit réalisée dans des conditions d'isolement adaptées Covid si c'est nécessaire. Un patient suspect Covid sera, jusqu'à preuve du contraire, dialysé en secteur Covid avec les conditions d'isolement donc plus strictes. Une question qui se pose à l'heure du déconfinement est celle du dépistage éventuel systématique des patients qui seraient dialysés dans la même salle que le patient qui se voit dépisté Covid positif. Il n'y a pas d'imposition par les autorités de santé d'un dépistage systématique de ces patients. Et clairement, je pense que c'est une pratique qu'il faut ajuster éventuellement aux conditions locales. Ce que l'expérience nous a appris des dernières semaines, depuis la mise en place du confinement, c'est que quand ces mesures barrières, quand les isolements des patients sont respectés, il n'y a pas ou très peu de transmission dans les centres de dialyse. Et que quand il y a eu des clusters ou des épisodes de transmission dans les centres de dialyse, eh bien, c'est assez souvent parce que ces règles barrières avaient été mises en place trop tard ou pas assez strictement. Donc, pour rappeler encore une fois, le respect de ces mesures pendant les séances de dialyse et aussi hors des périodes liées aux soins. Et puis, avant de bouleverser ou de modifier des pratiques qui ont marché, eh bien, le dépistage systématique des patients qui seront considérés comme contacts, eh bien oui, il faut le faire si les patients de la même séance de dialyse sont contacts, à savoir si le centre a un historique de transmission du Covid dans le centre, si la pression Covid dans l'établissement est importante, si l'organisation des postes de dialyse fait que le risque de transmission est plus élevé parce que les postes sont très proches les uns des autres, si on est dans une unité d'autodialyse où on a éventuellement moins de regard sur la manière dont les mesures barrières sont respectées, il est certainement prudent de faire ce dépistage systématique. En revanche, dans un centre, et par exemple un centre lourd, où les distances entre les postes de dialyse sont d'au moins 1,50 m avec des paravents ou des cloisons, où il n'y a pas d'historique de transmission pendant les séances de dialyse, où on a la démonstration avec le recul, l'historique du centre, qu'il n'y a pas eu effectivement de transmission dans le centre, eh bien, je pense qu'il faut considérer que les patients qui sont présents dans la salle de dialyse ne sont pas des patients en contact, ce sont des voisins, mais pas contacts. En revanche, il restera important de faire l'enquête épidémiologique et de dépister les contacts du patient, c'est-à-dire ceux qui ont été en contact avec le patient qui se voit dépisté positif, sans qu'il y ait eu de respect aussi strict des mesures barrières que celles qu'il peut avoir dans le centre de dialyse. C'est avec la famille, les petits-enfants, dans les transports en commun éventuellement. Donc, pas de dépistage systématique, mais une position qui est ajustée aux conditions locales. Dans la phase de doute, donc on l'a dit, isolement de type Covid+, et puis encore une fois, si le patient est ambulatoire, eh bien s'assurer des possibilités de confinement et d'isolement à domicile et offrir une possibilité de suivi à domicile par téléphone. La diapositive suivante. Donc un mot très bref sur les tests sérologiques, puisque actuellement, le test disponible biologique pour le diagnostic du Covid, c'est la PCR. Les tests sérologiques ne sont pas actuellement utilisables pour ce tri et ce diagnostic des patients. La HAS a établi un cahier des charges de manière à pouvoir disposer aussi vite que possible d'un test sérologique validé. Il n'existe pas encore, Stéphane Burté l'a dit également. Dès que ce test sera disponible, on verra quel usage il peut prendre dans nos pratiques, mais pour le moment, on n'a pas encore cette option-là. La diapositive suivante. Un mot sur le transport des patients dialysés, pour rappeler qu'il est fait une obligation de transport individuel des patients dialysés, transport individuel soit par un prestataire, soit par un véhicule personnel, si c'est possible, si le patient est autonome. Dans le cas d'un patient Covid, il faut que le véhicule de transport soit désinfecté. Et il serait souhaitable que cette désinfection soit tracée et affichée dans le véhicule de manière à pouvoir au moins rassurer le patient sur la qualité de son transport. Diapositive suivante. Quelques mots sur la collation, et je pense qu'il faut rappeler dans nos centres et aux patients qui sont en dialyse, pourquoi les collations ont été suspendues dans le contexte de la pandémie, avec, on en a parlé, une première impérative qui est de limiter le risque de transmission en séance par les patients. Si on enlève le masque avec le risque de postillon, le risque d'aérosol, eh bien, on peut transmettre
aux patients, on peut transmettre au personnel le SARS-CoV-2. Donc, le masque doit être porté pendant la séance et ça nécessite de suspendre les collations. De la même manière, éviter toute manipulation de matériel qui a pu être touché par le SARS-CoV-2. Ça impose d'éviter les intervenants extérieurs. À l'heure du déconfinement aussi, est-ce que les choses changent? Eh bien, dans les secteurs Covid, non, pas de collation pendant la séance. Après ça, on est évidemment tous conscients des difficultés nutritionnelles que peuvent rencontrer des patients en dialyse, et pour ceux qui ont besoin de compléments nutritionnels, il faut que ces compléments leur soient fournis pour qu'ils les prennent avant ou après la séance de dialyse. Dans le cas des patients non Covid, là, la question peut éventuellement être différente, puisque on connaît maintenant la carte de France des départements verts, des départements rouges, et des départements ou des secteurs, des centres où la pression Covid a été extrêmement faible, où le nombre de patients pris en charge a été très faible, où il n'y a pas eu de transmission, où donc le risque de contamination est faible. Je pense que selon le risque local et en lien avec l'équipe d'hygiène, on pourra probablement discuter la possibilité d'assurer la collation en dialyse. Là aussi, donc, reprendre l'historique local, la pratique locale, comment ça s'est passé, comment les mesures barrières ont été appliquées, et probablement que pas dans l'immédiat, mais dans un avenir proche, à partir de début juin, quand nous aurons un petit peu de recul tous sur l'effet du 11 mai sur la reprise ou non des cas de contagion, de contamination au Covid-19, eh bien, on verra si c'est raisonnable d'élargir cette reprise des collations. C'est possible de l'envisager, en tout cas, dans des centres protégés. Par exception, on peut aussi envisager, pour des patients qui en auraient besoin, la possibilité d'un complément oral qui serait bu à la paille sous le masque pendant la séance de dialyse. Diapositive suivante. L'activité physique adaptée, donc on sait aussi, ça fait partie des outils, des pratiques qui peuvent améliorer la condition physique des patients dialysés. Là aussi, pour les patients Covid, ça reste quelque chose qui n'est pas possible, puisque par le contact avec le matériel, par le risque ventilatoire, eh bien, le risque est trop élevé. Dans les secteurs non Covid, là aussi, à partir du mois de juin, quand nous aurons un petit peu de recul sur l'évolution de la pandémie avec la levée du déconfinement et les plus grandes mobilités en France, eh bien, on pourra envisager la reprise d'une activité physique adaptée suivant les historiques et suivant les organisations des centres et en liaison avec les équipes d'hygiène. La diapositive suivante. Un mot sur les départs en vacances avec aujourd'hui une réponse qui est assez brève. Pas de départ en vacances avant le déconfinement. Par la suite, dans le cas d'un patient Covid, pas de départ en vacances possible. Et pour des patients qui ne seraient pas Covid, bon, clairement, nous verrons à ce moment-là quelles sont la position des autorités sur la possibilité de voyager au-delà de 100 km, etc. Mais les possibilités de partir en vacances vont dépendre des possibilités d'accueil de patients vacanciers dans des centres, autrement dit, de la capacité de ces centres à identifier le statut des patients, d'organiser un cohorting approprié, c'est-à-dire une prise en charge, un isolement garanti aux patients à risque ou Covid, et puis d'offrir une prise en charge éventuellement lourde en hospitalisation, en réanimation, si jamais le besoin arrivait. Et il faut que si la pression Covid est à un risque, eh bien que les centres d'accueil soient à même de garantir la bonne prise en charge. La diapositive suivante. 2 mots sur le suivi néphrologique avant et pendant la suppléance. Donc, on en a déjà dit quelques mots. Il faut que les patients soient informés des symptômes d'alerte sur le Covid, symptômes respiratoires en particulier. Il faut aussi que, avec les semaines qui passent, ces patients en dialyse ou en amont de la dialyse soient informés, ils le savent, hein, de la nécessité de reprendre le suivi habituel de leur maladie rénale chronique et des comorbidités qui peuvent être présentes, le diabète, la pathologie cardiovasculaire, et donc ce suivi soit assuré au minimum en téléconsultation, en présentiel si c'est nécessaire, en rappelant des règles qu'on a déjà vues. Les patients ayant une maladie rénale chronique doivent porter un masque pendant les soins et aussi en dehors du circuit hospitalier.
Et je vous rappelle que depuis le 11 mai en tout cas, les patients qui sont à haut risque de développer une forme sévère de Covid-19, dont font partie les patients dialysés ou transplantés, ont une dotation de 10 masques chirurgicaux par semaine qui doit leur permettre de se protéger lors de ces consultations en particulier. Donc, consultation présentielle sur symptômes d'alerte, prescription d'examen biologie autant que possible donc à domicile. Le suivi en téléconsultation nécessite des gestes simples, pression artérielle ou poids. Si les patients ne sont pas capables de le faire, n'ont pas l'habitude de le faire, eh bien, il faut organiser le passage à domicile d'une infirmière pour que ces informations soient disponibles pour les téléconsultations. Et puis, dans le cas où un examen invasif serait nécessaire, eh bien, prévoir un diagnostic virologique. Une dernière diapositive. Une question importante est celle autour de la prise en charge de la maladie rénale, du traitement de la maladie et des ses comorbidités. Eh bien aussi, il faut que les patients bénéficient de ces prises en charge complémentaires que sont la formation sur les modes de traitement de suppléance et en particulier également de la formation sur la dialyse à domicile. Donc là encore, il n'a pas été interdit de poursuivre ces préparations, ces séances d'éducation thérapeutique, et un certain nombre de centres ont pu continuer à proposer une information sur le traitement de suppléance ou une formation même à l'autodialyse. En pratique, il y a plusieurs obstacles qui sont posés. Le fait que beaucoup de patients étaient très réticents à venir à l'hôpital pour des consultations ou des séances qui n'étaient pas perçues comme d'urgence. Et donc, on déclinait des offres de rendez-vous, ça a pu se passer. Et puis, d'autre part, eh bien, les infirmières, les personnels qui étaient affectés à ces tâches de formation, à ces tâches d'information sur la dialyse, ont été largement redéployés vers les unités Covid qui ont été développées pendant le pic de la pandémie et qui nécessitaient un grand renfort de personnel. Ces personnels, ces infirmières, ces personnes n'ont pas encore toutes pu rejoindre leur service d'origine, mais ces activités doivent reprendre maintenant, ça c'est clair. Une dernière diapositive qui est juste un petit listing des textes réglementaires qui ont permis de d'étayer un petit peu ces préconisations et de bien mettre en lumière les possibilités qui sont faites dans cette période du déconfinement. Je vous remercie. Merci François pour ce résumé des préconisations de la SFNDT pour les patients en dialyse. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par avance et donc je vais te les poser. Je vais commencer par celle qui finalement rejoint tes dernières diapositives sur il y a une inquiétude sur la façon dont les patients qui sont en insuffisance rénale terminale sont pris en charge. Donc, tu as beaucoup répondu à cette question, puisque l'information, l'éducation thérapeutique peuvent continuer soit en présentiel, soit en téléconsultation. La même personne dit que les chirurgies pour création de fistules ont été annulées. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Ensuite, il y a vraiment beaucoup de moyens qui ont été réorientés vers le Covid. Donc, ce n'était pas un refus, c'était une priorisation qui était faite à ce qui apparaissait comme de l'urgence immédiate. Il a continué à être possible de faire de l'information, de la préparation, voire de la formation à l'autodialyse. Ça s'est fait plutôt au compte-gouttes, c'est vrai, pendant la période, mais je pense que maintenant, les choses vont redevenir plus faciles pour les équipes soignantes. Je pense que les patients vont devenir aussi plus ouverts et plus demandeurs de ces possibilités, d'être informés sur la suppléance à domicile. Et oui, il faut absolument reprendre, notamment pour permettre un traitement en autodialyse. S'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas, quasiment pas de dialyse à domicile. Donc, c'est évidemment important de reprendre. Et il y a une question aussi sur les soins de support, la diététique, la consultation avec le psychologue. Je pense que c'est pareil. Est-ce que ça continue aussi? Bon, ça continue et c'est vrai que les psychologues, les diététiciennes avaient déjà une certaine culture de la téléconsultation, des interrogatoires téléphoniques, donc elles sont tout à fait à même
de reprendre cette activité-là. Un deuxième aspect, c'est celui de l'organisation du parcours de soins qu'on a connu en ce qui concerne la maladie chronique au stade 4-5 depuis octobre dernier et surtout depuis le début de l'année. C'est vrai que la mise en place du parcours, elle a été un peu mise à l'arrêt avec la pandémie Covid, puisque l'organisation des consultations, les recrutements ont été très réorientés encore une fois vers le Covid. Mais c'est quelque chose qu'il faut maintenant réactiver. Tout n'est pas possible en téléconsultation. Et puis, on avait besoin de moyens supplémentaires pour garantir la meilleure offre de diététique, de psychologues, d'infirmières de parcours. Donc, oui, ça nécessite maintenant d'être relancé. Oui. Ensuite, il y a des questions qui sont d'ailleurs communes aux dialysés et aux greffés. De nombreux médecins généralistes ne comprennent pas l'intérêt du certificat d'isolement d'un conjoint vulnérable, ni la possibilité d'une ordonnance pour une dotation de masques. Quelle action le corps médical peut-il entreprendre pour les informer et ne pas rajouter du stress au stress? Alors, c'est deux questions un petit peu différentes. Je pense que la question du masque, elle a été l'origine de pas mal de stress, puisqu'on a mis peut-être un certain temps pour garantir qu'il fallait un masque pour se protéger et que les personnes à risque devaient en avoir un. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les personnes à haut risque doivent avoir des masques chirurgicaux et il y en a 10 qui leur sont fournis en pharmacie, donc il faut qu'elles aient ces masques. Ensuite, que les médecins qui sont responsables de ces patients fassent une ordonnance pour ces masques, ben oui, ça fait vraiment partie de la prise en charge, c'est partie des choses qui peuvent vraiment être faites par mail, par courrier ou en téléconsultation. Donc ça, oui. La deuxième question, c'est celle de l'isolement. Et c'est vrai que ça a été décidé assez tôt. Les patients à risque qui ne peuvent pas faire de télétravail doivent être déclarés en travail partiel pour toucher une indemnisation supérieure à celle qui serait juste liée au chômage ou au licenciement. Et ce qui a été dit assez rapidement, c'est que dans le cas de conjoints de ces personnes à risque, si ces conjoints ne peuvent pas disposer d'un télétravail et qu'elles exposent leur conjoint à risque à transmission du Covid, elles aussi, elles peuvent bénéficier de cette mesure de travail partiel. Donc oui, c'est important que ces certificats d'isolement soient remis pour que des personnes qui sont dialysées, qui sont transplantées et qui ont un risque plus important sur un Covid-19 grave, eh bien, elles aient ce certificat d'isolement pour que elles, leurs conjoints, puissent avoir une mesure de travail partiel. Donc là aussi, je pense que c'est par défaut, si le médecin traitant n'est pas averti du contenu de ce certificat et puis de ce que ça permet, ben, il faudra bien que le néphrologue les fasse pour que les patients puissent bénéficier du dispositif. Je ne sais pas si, en ce qui concerne le secteur de la transplantation, il y a des préconisations qui ont été écrites sur le sujet. Moi, personnellement, oui, c'est la même chose. Oui. Oui, c'était important de préciser ça parce qu'au quotidien, on a souvent cette question. Ensuite, donc, ah oui, alors ça, c'est une question peut-être que Stéphane Berthet peut venir au secours parce que c'est une question qui se pose sur l'efficacité des masques distribués par les mairies. Et donc, qui demande ce que vaut le test d'extinction d'une flamme de bougie ou de briquet. Personnellement, je ne connais pas. Non plus. Je ne sais pas. Ensuite, une question qui est peut-on faire du vélo ou de la marche à pied dans des endroits peu fréquentés? C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont la chance d'habiter à la campagne et qui peuvent aller se promener. Moi, je dirais que oui. Hein. Oui, moi aussi, je pense que, après 2 mois de confinement, on a tous envie de prendre l'air. Donc, il faut, encore une fois, respecter la distanciation. Ça, je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras maintenant. Je pense que des gens qui ont été protégés jusque maintenant vont être en contact avec un plus grand nombre de patients porteurs du Covid qui l'ignorent peut-être. On a vu le nombre de patients asymptomatiques, que ce soit dans la rue, dans les magasins, dans les transports. Donc, il faut vraiment plus que jamais rester vigilant. Hein. Ensuite, ça n'empêche pas
Correct. Est-ce que je peux me permettre une question que je vois circuler dans le chat? Je ne suis pas sûre que vous la voyez et je pense qu'elle est pertinente par rapport justement à la dialyse. On me demande si la climatisation dans un box de dialyse peut faire circuler le Covid. J'ai pas de réponse claire à ce sujet-là. Donc, on a évoqué le fait que couper les climatisations pendant l'été qui s'annonçait allait poser un certain nombre de problèmes également. Je pense que c'est une raison de plus pour maintenir le port du masque pendant les séances de dialyse. Je pense que c'est vraiment un des points sur lesquels il faudra qu'on voit comment actualiser nos préconisations, puisque on les a rédigées le 4 ou le 5 mai. C'était pas l'urgence encore, mais dès qu'on aura des informations suffisantes pour statuer sur cette question-là, il faudra qu'on le fasse. Mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Bon, merci François. Il n'y a pas d'autres questions sur la dialyse, donc merci. On va passer à la transplantation. La reprise de la transplantation est une grande question pour beaucoup d'entre vous. Et donc, c'est le professeur Bruno Moulin de Strasbourg qui est président de la commission de transplantation de la SFNDT et vice-président de la SFNDT qui va nous présenter les préconisations pour la reprise de l'activité de greffe rénale. Merci Marie-Yvonne, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de la reprise de l'activité de transplantation rénale et qui est un sujet qui a été débattu par les sociétés savantes et principalement la SFNDT, mais aussi la Société francophone de transplantation et puis l'Association française d'urologie. Et ces préconisations ont été confrontées aux avis de l'Agence de biomédecine, ce qui a permis en fait la publication ce matin de recommandations nationales sur la reprise de l'activité dont je vais maintenant vous parler. Alors, diapositive suivante, la situation en fait est illustrée par cette carte en rouge et vert et un peu blanc, un peu italienne, qui en fait divise actuellement la France malheureusement et qui également a reflété les avis des équipes de transplantation, à savoir que certaines ont arrêté par nécessité l'activité assez rapidement et d'autres l'ont arrêté par anticipation alors qu'ils étaient soumis à une pression épidémique relativement faible. Donc, dans les discussions, on a vu pas s'opposer, mais en tout cas se compléter les avis des équipes qui avaient été particulièrement confrontées à l'épidémie et qui sont sur le versant plutôt prudente pour la reprise, et d'autres équipes qui, effectivement, ne voyant pas beaucoup de patients infectés par le Covid, avaient le souci de redémarrer assez rapidement l'activité. Diapositive suivante. Alors, je vais passer rapidement sur cette diapositive qui a déjà été présentée par mes deux collègues. Je rappelle juste que le confinement a eu quand même pour effet de tasser les nouveaux cas déclarés. Et depuis maintenant une huitaine de jours, on voit que cette courbe cumulative maintenant est arrivée à son sommet, et j'espère qu'effectivement elle y restera. Et ceci naturellement concerne, comme vous le voyez sur cette courbe, les patients transplantés et dialysés. Diapositive suivante. Donc également une diapositive qui a déjà été présentée précédemment par Stéphane Burté, qui, comme moi, a également souligné l'importance de prendre tous les chiffres publiés actuellement avec une certaine prudence, puisque on n'est pas encore totalement sûr de tous les cas survenus, notamment du fait de tous les cas asymptomatiques. Donc actuellement, à ce jour, on est à peu près à 1640 dialysés et 510 greffés qui ont été donc contaminés par le SARS-CoV-2, et malheureusement à 362 décès, ce qui représente à peu près donc 17% des patients infectés dialysés et 15,7% des patients greffés. Donc à peu près la même proportion chez les dialysés et les greffés,
en sachant que malgré tout, il y a une différence d'âge entre ces deux populations. Et enfin, en Alsace, pour prendre l'exemple de ma région qui a été particulièrement concernée, on a eu 58 cas dans l'équipe, dont 10 décès, ce qui correspond également à 17%. Diapositive suivante. Donc la répartition des cas dans les différentes régions suit la description de l'épidémie sur le plan géographique dans la population générale. Donc vous voyez ici la différence entre les cas dans la population de plus de 70 ans et celle de moins de 70 ans. Et vous voyez que, encore une fois, on retrouve les régions du Grand Est et d'Île-de-France, ainsi que des Hauts-de-France et de Picardie qui ont été particulièrement touchés. Diapositive suivante. Donc, un certain nombre d'informations qui ont permis de réfléchir aux préconisations sur la reprise de la greffe rénale nous sont parvenues de l'analyse d'un registre qui a été tenu par la SFT, par le professeur Sophie Caillard à Strasbourg, et qui a permis de recenser à ce jour plus de 480 transplantés rénaux, avec dans cette cohorte 15% de décès. Et une analyse des 237 premiers cas a permis d'identifier les facteurs de risque associés aux formes sévères, que sont essentiellement l'âge, le BMI, c'est-à-dire l'index de masse corporelle élevé, et puis des antécédents de maladies cardiovasculaires, bref, des facteurs qui sont retrouvés dans la population générale et qui impactaient particulièrement les risques chez les transplantés contaminés. Dans ce registre, en fait, les moyens entre la greffe et puis la survenue de l'infection étaient d'environ 80 mois, et il n'y avait pas beaucoup finalement de patients greffés récemment, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions justement sur les risques inhérents à la période post-greffe immédiate. Dia suivante. Alors, pour terminer avec ce préambule, je voudrais juste rappeler un certain nombre d'éléments concernant la prise en charge des cas chez les transplantés. Donc, rappeler ce qui a été déjà fait par les deux précédents orateurs, la nécessité de maintenir, d'entretenir, de prolonger les précautions barrières, si possible d'identifier rapidement chez nos patients à risque l'infection. Quand les patients sont suspects d'infection ou confirmés, dans un premier temps, c'est la surveillance à domicile, si elle est possible, qui doit être organisée avec une téléconsultation quotidienne. Et dans les cas où le patient s'aggrave, notamment en cas de dyspnée, de fatigue extrême, de déshydratation, de signes neurologiques, on a vu que l'infection, la maladie était très multiforme, très protéiforme, et donc quand ces signes sont présents, il ne faut pas hésiter à hospitaliser le patient, qui va bénéficier à ce moment-là de mesures symptomatiques chez lesquelles on va surveiller les indicateurs biologiques de gravité que maintenant on commence à bien connaître. On va alléger, le cas échéant, son traitement immunosuppresseur. Je rappelle, ça a été également dit par Stéphane Burté, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique de l'infection qui a été établi. Et puis, une fois l'infection passée, une fois que le malade s'améliore, la reprise progressive du traitement immunosuppresseur à son niveau antérieur devra être envisagée. Diapositive suivante. Alors, je vais parler maintenant des recommandations qui viennent donc d'être édictées par l'Agence de biomédecine ce matin, après un travail mené par les sociétés savantes, avec les sociétés savantes et l'ABM, comme je l'ai évoqué. Ces recommandations, diapositives suivantes, donc, ont reposé sur un certain nombre de considérations, et voilà le plan que je vais suivre rapidement. Avec donc la prise en compte des recommandations nationales, et puis un travail sur les prérequis régionaux et locaux, l'identification des patients qui vont pouvoir bénéficier de ce redémarrage de l'activité, un point très important sur lequel je reviendrai qui est l'information des patients,
et enfin l'évaluation des résultats et l'évolution des recommandations en temps réel. Donc, diapositive suivante. Alors, le contexte que rappelle l'Agence de biomédecine et les sociétés savantes, c'est que d'abord, la suspension de l'activité a été générale à partir du 18 mars sur une décision commune des différentes sociétés savantes et qui a été validée par l'Agence de biomédecine. Donc, c'est une suspension et non pas un arrêt de l'activité qui a été mise en place. D'ailleurs, l'activité s'est poursuivie pour les transplantations d'organes vitaux, puisque au mois d'avril, on ressent 118 greffes d'organes, dont 28 pour le cœur, 8 greffes pulmonaires, 72 greffes de foie et enfin 10 greffes de rein associées à un organe vital. Les pédiatres ont également poursuivi leur activité. Et pour terminer avec le contexte, deux sources d'informations, comme je l'évoquais, sur l'infection Covid-19 chez les transplantés ont permis à la réflexion d'avancer. D'une part, le registre de la SFT que j'ai évoqué et les données recueillies dans Cristal par l'agence de biomédecine, donc dans le registre Cristal de l'agence de biomédecine. Diapositive suivante. Alors d'abord, bien évidemment, l'agence et les sociétés savantes rappellent qu'il faut se caler sur les recommandations sanitaires nationales. Et un point qui apparaît important, c'est qu'effectivement, il faudra envisager la reprise de l'activité en se calant également sur la géographie de l'épidémie et notamment sur la déclinaison en vert et rouge des départements. Alors, il est également établi dans le texte que cette classification en vert et rouge pourra éventuellement être vue en fonction de certaines conditions locales qui pourraient permettre à certains centres de reprendre exceptionnellement s'ils répondaient à un certain nombre de critères sur lesquels je vais revenir. Il faut naturellement, donc, comme je l'ai évoqué, inciter tous nos patients qui soient en attente de transplantation ou s'ils venaient à être transplantés à suivre les règles de sécurité qui sont préconisées pour la population générale et les gestes barrières. Et puis enfin, un point important qui est largement souligné, c'est la mise en place et le déploiement, si possible, de la télémédecine pour limiter les déplacements, les venues à l'hôpital en secteur éventuellement contaminant des personnes à risque. Diapositive suivante. Autre point qui est également souligné, c'est que les conditions virologiques chez le receveur et le donneur doivent être évaluées de façon précise. Alors pour un receveur qui serait appelé pour une greffe, il est recommandé de rechercher un contact dans les 28 derniers jours, la recherche de signes cliniques évocateurs, d'avoir un prélèvement nasopharyngé avec un test rapide PCR SARS-CoV-2 qui donc soit négatif et en cas de greffe à donneur vivant, que ce test soit négatif dans les 48 heures qui précèdent la transplantation. Donc on ne recommande pas la réalisation d'un scanner thoracique qui n'est pas pertinent chez les malades asymptomatiques et le test sérologique est facultatif et il faut reconnaître qu'il sera peut-être intéressant notamment pour les patients en liste d'attente quand cette recherche d'anticorps neutralisants sera disponible et validée pour identifier une éventuelle infection ancienne. Pour les donneurs, en ce qui concerne les donneurs décédés, là encore, quand elle est possible, la notion d'un contact dans les 28 derniers jours sera nécessaire. Également, un test PCR SARS-CoV-2 à la recherche du virus sera effectué et devra être négatif. Et là encore, les établissements devront disposer d'un laboratoire permettant d'avoir la réponse en quelques heures. Et enfin, le scanner thoracique est réalisé de toute façon chez les donneurs en mort-encéphalique. Pour les donneurs vivants, pour les équipes qui reprendront la greffe à donneurs vivants, là encore, il faudra être tout à fait rigoureux sur la recherche du contact et l'absence de symptomatologie chez le donneur, imposer un confinement bien respecté dans les 14 jours précédant la transplantation
et avoir un prélèvement également PCR SARS-CoV-2 négatif. Et là encore, le scanner thoracique n'est pas recommandé. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne la reprise concrète de l'activité de prélèvement et surtout de l'activité de transplantation rénale, celle-ci va devoir s'appuyer sur des notions épidémiologiques locaux-régionales, à savoir qu'il faut s'assurer que la pression épidémique est faible dans la région en question. On pratique actuellement les départements verts, qu'on n'est pas soumis à une éventuelle deuxième vague et que les disponibilités des secteurs, notamment de soins critiques ou de réanimation, sont suffisamment disponibles pour permettre cette reprise d'activité. Donc, ce qui est préconisé, c'est qu'on puisse identifier une filière complète de greffe, coordination, imagerie, bloc opératoire, soins critiques qui soit totalement opérationnelle, que les équipes aient l'autorisation de leur direction hospitalière avec un environnement strictement Covid négatif, c'est-à-dire que le circuit du patient doit être totalement Covid-free, que ce soit en réanimation, au bloc opératoire, et tout cela avec un accès au bloc opératoire dans des délais qui soient compatibles avec la greffe. En ce qui concerne les prélèvements, on demande aux équipes de pouvoir réaliser des prélèvements d'organes chez les patients en état de mort encéphalique ou des prélèvements de type Maastricht 3 dans des dispositions qui rejoignent le fonctionnement normal. Il faudra prendre en compte les limites capacitaires qui sont éventuellement identifiées dans certaines régions avec des fortes tensions sur les médicaments utilisés dans les blocs opératoires. Tout ceci est à prendre en considération de façon tout à fait importante dans la mesure où il peut parfois découler d'une non-autorisation de reprise de l'activité, une certaine incompréhension de la part des patients ou même des médecins. Tous ces prérequis sont ensuite adressés à l'agence de biomédecine à travers une checklist et également aux agences régionales de santé, ce qui sera le support à la levée de l'arrêt logistique temporaire qui empêche pour le moment la reprise de l'activité. Enfin, les prélèvements de greffons rénaux et les greffes rénales devront ensuite être classés comme des indications d'hospitalisation prioritaires en ce qui concerne l'accès aux réanimations et l'accès au bloc opératoire. Ceci est particulièrement important si on veut obtenir une reprise efficace de l'activité dans nos centres hospitaliers qui sont soumis à une grosse pression de la part des différentes spécialités, notamment chirurgicales, pour avoir des accès au bloc opératoire. Diapositive suivante. Donc voici la checklist de l'agence de biomédecine pour la reprise d'activité des équipes sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais vous voyez, elle résume ce que je viens d'évoquer, avec notamment la nécessité d'un parcours de soins Covid négatif, ce qui me paraît très important comme notion pour les patients, et puis la nécessité d'accès à des tests rapides de diagnostic d'infection par le SARS-CoV-2. Diapositive suivante. Alors, l'identification des patients qui vont bénéficier du redémarrage du programme de transplantation est naturellement un point très important. Diapositive suivante. Celle-ci repose essentiellement sur l'évaluation des facteurs de risque de formes graves de Covid, donc qui ont été notamment évoqués à travers les résultats du registre de la SFT. Donc, les facteurs de risque qui ont été retenus comme connus ou probables sont, comme je l'évoquais, l'âge du receveur, avec un seuil à 60 ans, mais qui est relativement arbitraire, l'obésité chez le receveur, les pathologies, les antécédents de pathologie cardiovasculaire, le diabète, des antécédents respiratoires, notamment chez les patients qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive. Et puis, bien que ça ne soit pas scientifiquement démontré, mais que ça relève pour le moment de l'intuition médicale, l'induction par thymoglobuline qui est responsable d'une diminution importante du taux de lymphocytes qui est également observée chez les malades qui sont atteints du Covid-19.
Donc la recommandation, c'est en tout cas d'éviter l'accumulation des facteurs de risque et donc d'identifier des patients qui pourraient avoir 1, 2, 3 facteurs de risque qui là seraient éventuellement à proposer en contre-indication temporaire en les informant ce sur quoi je vais revenir. Diapositive suivante. Et donc, avec en tête tous ces facteurs de risque, il sera donc demandé aux équipes, et ceci en concertation avec les patients, d'évaluer le rapport bénéfice-risque pour chaque patient en prenant en compte le bénéfice attendu de la greffe par rapport au maintien en dialyse, les difficultés éventuelles d'accès à la greffe, par exemple de patients longs attendeurs ou éventuellement très immunisés, de l'urgence de la transplantation, par exemple chez les patients qui n'ont plus d'abord vasculaire, de prendre en compte ce que je viens d'évoquer, à savoir tous les facteurs de risque de forme grave de Covid, des difficultés chirurgicales attendues et du temps anticipé d'hospitalisation initiale, donc chez les patients pour lesquels on prévoit une longue durée d'hospitalisation après greffe, la qualité du greffon et l'ischémie froide, et enfin la volonté des possibilités de confinement du patient en post-greffe, qui était également un élément important à prendre en compte si le patient ne souhaite pas finalement se plier aux recommandations des précautions. Donc l'évaluation sera individuelle et seniorisée avant toute acceptation de maintien sur la liste d'attente et d'acceptation du greffon en cas d'appel de greffe. Diapositive suivante. Donc les mesures de protection sont également rappelées, donc je vais passer dessus parce que ça a déjà été évoqué, mais là encore, on préconise d'alléger les déplacements à l'hôpital, de pouvoir envisager dans le suivi des bilans sanguins à domicile et de faire respecter les mesures barrières, avec également la possibilité, telle que c'est maintenant autorisé par un décret, de l'arrêt de travail ou de mise en travail partiel du patient et du conjoint, ou éventuellement de la mise au télétravail si cela est possible. Diapositive suivante. Donc il existe malgré tout quelques cas particuliers qui concernent les greffes à donneur vivant. Celles-ci sont considérées comme envisageables après information individuelle du patient et après avoir considéré qu'un maximum de mesures de sécurité étaient réunies. Donc, les sociétés savantes préconisent de se tourner plutôt vers les greffes ABO incompatibles et d'éviter pour le moment les greffes ABO incompatibles. En ce qui concerne les transplantations préemptives, celles-ci sont recommandées qu'en cas de dialyse, mise en dialyse imminente, et donc peut-être de retarder les transplantations préemptives de patients qui ne sont pas encore au bord de la dialyse. Donc ne sont pas recommandées en fait les greffes de rein-pancréas par l'agence de biomédecine et également sont déconseillées pour le moment les greffes après désensibilisation chez les patients hyperimmunisés. Diapositive suivante. Alors, un point qui apparaît très important et qui est souligné dans les recommandations des sociétés savantes et de l'agence de biomédecine, c'est l'information des patients. Alors, celle-ci repose à la fois sur des informations générales diffusées par les sociétés savantes, par l'agence de biomédecine, par les équipes de transplantation, qui vont aborder le problème de la reprise de l'activité de transplantation, et c'est ce que nous faisons tout de suite ensemble avec ce webinaire. Néanmoins, est également préconisé par l'agence de biomédecine une information qui se situera au niveau individuel pour les patients sur liste ou en cours d'inscription, en proposant dans chaque centre une information individuelle physique ou téléphonique pour expliquer les risques, définir la stratégie, maintien en liste active ou non, et répondre aux questions de tous les patients. Alors naturellement, cette préconisation est techniquement très complexe pour les centres qui pour certains ont entre 500 et 700 patients inscrits en liste d'attente, voire plus.
Donc, ceci ne pourra pas se faire en quelques jours, voire quelques semaines. Et donc, au minimum, il est demandé qu'il soit diffusé un document d'information à tous les patients inscrits qui explique les principes de la balance bénéfice-risque liés à la situation épidémique et le maintien nécessaire des règles de précaution après la transplantation. Et progressivement, on recommande au centre de contacter en premier les patients qui semblaient plus à risque pour leur expliquer que d'un point de vue, enfin, par prudence, il est nécessaire de leur proposer une mise en contre-indication temporaire et éventuellement de demander aux autres patients s'ils souhaitent, compte tenu de la situation épidémique, être maintenus ou non sur la liste d'attente. Diapositive suivante. Car finalement, c'est le choix du patient qui va prévaloir. Il recevra donc un avis de contre-indication temporaire du fait des risques liés à l'épidémie de Covid-19 et il sera informé des raisons de cette contre-indication temporaire et éventuellement, il recevra aussi une confirmation de l'inscription sur la liste active des patients en attente de greffe, l'invitant également à signaler son éventuel souhait à ne pas être greffé, comme je l'évoquais il y a un instant, pendant la période de l'épidémie Covid-19. Et dernier point, lors de l'appel de greffe aussi, l'entretien avec le médecin d'astreinte doit lui permettre au patient donc, de signifier éventuellement son refus d'être greffé au vu des conditions épidémiques. Donc, encore une fois, à l'arrivée, ça sera le patient qui choisira éventuellement de ne pas être transplanté si les conditions épidémiques ne lui paraissent pas compatibles. Diapositive suivante. Alors, je passe sur celle-ci que j'ai déjà évoquée. Je termine avec la dernière diapositive qui concerne en fait l'évaluation des résultats qui sera menée en temps réel. En tout cas, chaque semaine est prévue une réévaluation de la situation grâce au registre de la CFT d'un côté, des données du registre Cristal de l'ABM de l'autre, avec un certain nombre de moyens d'analyse qui permettront de voir comment se situe la tendance, notamment en termes de survenue de cas et de formes graves. Et donc, sous réserve d'une observation rassurante sur le plan de la sécurité des patients, eh bien, les recommandations vont être évolutives avec une évaluation par le groupe de travail RHIN de l'ABM et le conseil d'orientation de l'ABM. Et le dernier élément qui est souligné dans la feuille de route de l'Agence de biomédecine concerne le risque à long terme de disparité territoriale d'accès à la greffe et la possibilité d'envisager des procédures de transfert de dossiers et patients qui, pour certaines régions, pourraient être envisagées, sachant que, encore une fois, ces procédures de transfert de dossiers et patients sont relativement longues et complexes et qu'il est nécessaire, dans un premier temps, de voir comment évolue la situation et comment se fait la mise en route de la reprise, notamment dans les centres des départements verts. Voilà, je vous remercie et je peux répondre aux questions. Bruno, et puis donc vous voyez tous que reprendre l'activité de grève n'est pas quelque chose de simple et que les centres de transplantation sont très tributaires des conditions locales de la chirurgie. Donc je pense qu'aucun centre ne peut dire quand il va précisément redémarrer son activité de transplantation. Et puis Bruno a passé des messages très importants qui sont que, a priori, les premières greffes seront des greffes plutôt simples, que les autres patients seront mis en contre-indication provisoire, mais ce sont des contre-indications provisoires. Et puis que votre avis sera toujours respecté. Certains d'entre vous sont très pressés d'être greffés, d'autres au contraire ont peur de contracter le Covid-19 après la greffe, et donc votre avis sera toujours bien sûr respecté. Alors, parmi les questions que l'on a reçues, on peut dire qu'il y a deux types de questions. Il y en a qui concernent la prise en charge médicale. Donc Bruno, est-ce que les bilans de pré-transplantation peuvent reprendre et sous quelles conditions?
Bah, je pense qu'actuellement, oui, même nous, dans une région particulièrement touchée, on a décidé qu'on allait commencer à rouvrir les dossiers pour ne pas pénaliser sur le long terme nos patients. Donc, les dossiers pré-greffe peuvent être évalués. Ils peuvent être évalués déjà avec les centres périphériques comme nous le faisons par des visioconférences. Et ce qui, naturellement, va prendre un petit peu plus de temps à remettre en place, c'est la consultation présentielle avec l'équipe de transplantation à laquelle on reste quand même très, très attaché pour avoir un entretien avec le patient. Mais ça n'empêche pas d'instruire les dossiers et d'essayer quand même d'avancer. Est-ce que, alors là, c'est une question qui concerne quelqu'un qui est déjà greffé. Lorsque la date anniversaire d'une greffe arrive à échéance, les examens de contrôle sont annulés et ne sont pas pour le moment reprogrammés. Est-ce qu'il y a une perte de chance ou raison de s'inquiéter? Alors, je pense que non, je pense qu'il faut être relativement pragmatique. Les bilans annuels donc sont effectivement assez complets et nécessitent notamment l'intervention de plusieurs spécialistes avec la consultation dermatologique, cardiologique et différentes autres consultations en fonction des phénotypes, enfin des cas des patients. Celles-ci peuvent être repoussées en général de quelques mois sans qu'il y ait de perte de chance. Et tout ce qui concerne les bilans biologiques, ils peuvent être pratiqués, comme je l'ai dit, avec des prélèvements à domicile et une analyse ensuite en téléconférence avec le patient. Alors ensuite, tu as répondu déjà dans ta présentation à certaines questions sur, par exemple, le mode d'information des patients et la gestion des contre-indications Covid. Il y avait aussi une question sur la collaboration entre les équipes de prélèvement et de greffe pour les sites qui ne peuvent pas reprendre leur activité. Donc, tu en as parlé en disant que c'est possible. Là, je peux dire que je viens justement d'avoir un appel de médecin coordonnateur de Strasbourg pour lui dire que nous, on ne pouvait pas reprendre l'activité de transplantation actuellement, mais que l'activité de prélèvement, naturellement, allait pouvoir redémarrer et que même si nous, on ne serait pas bénéficiaire des reins prélevés, il pourrait être dirigé dans d'autres régions. Il y a une question sur la reprise des bilans, je pense, des donneurs vivants. Est-ce que les comités donneurs vivants, les tribunaux fonctionnent toujours et est-ce que on peut compléter les procédures pour le don du vivant? Alors pour les comités donneurs vivants, ils sont en train de se remettre en place. Donc l'agence de biomédecine s'attache à pouvoir mettre en place des dispositions respectant notamment des précautions barrières, parce que de façon incontournable, à part les cas d'urgence, notamment par exemple pour les greffes de foie, cela nécessite du présentiel. Mais un message de l'agence de biomédecine aujourd'hui confirme qu'ils font le maximum pour remettre ces comités en route le plus rapidement possible. Quant aux tribunaux, normalement, ils devraient refonctionner. Le problème des tribunaux, c'est un petit peu l'encombrement des tribunaux. Et j'espère qu'on arrivera à trouver des moyens de faire valider les demandes de greffe à donneur vivant rapidement. Ensuite, il y a une question sur les traitements. Donc, je pense que les traitements testés donc contre le Covid, est-ce qu'il pourrait y avoir des interdictions chez les greffés ou au contraire, est-ce qu'il pourrait être bénéfique chez les greffés? Plus bénéfique peut-être que chez nous. Pour faire court à ma connaissance, actuellement, comme je l'ai évoqué, là, on n'a pour le moment aucun traitement qui soit validé. Néanmoins, on a été amené à utiliser, dans le cadre de protocoles, un certain nombre de traitements antiviraux. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de contre-indication à leur utilisation chez les transplantés. Une question, mais qui est rapide d'y répondre, c'est que quelqu'un se demande si être patient hyper immunisé ou de groupe sanguin rare, est-ce que ce sont des super urgences? Le problème d'être hyper immunisé ou de groupe sanguin rare, c'est
c'est pas tellement être une super urgence, c'est qu'en cas de proposition de rein, c'est souvent ce qu'on appelle un petit peu rapidement le rein de sa vie. Et donc, ça sera sûrement un sujet de discussion dans les équipes qui reprendront l'activité en termes de balance bénéfice-risque chez des patients, en tout cas, qui sont immunisés et qui nécessiteront un traitement immunosuppresseur particulièrement appuyé dans les premières semaines et les premiers mois de la transplantation. Donc là, il y aura vraiment débat. Alors ensuite, il y a toute une série de questions qui concernent la façon de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on déconfine, comment vit-on, et beaucoup de questions qui ont trait au travail en fait. Donc il y a quelqu'un qui dit qu'il est agent polyvalent dans des collèges, il entretient les locaux, il s'occupe de la restauration. Est-ce que c'est un métier à risque? Et comment on peut aménager ce poste de travail? Est-ce que, par exemple, s'il a une possibilité de reclassement sur un poste administratif, il vaut mieux la privilégier? Là, franchement, je pense qu'on a beaucoup de questions très spécifiques qui parfois quand même dépassent nos compétences et qui, à mon avis, relèvent quand même d'un entretien avec la médecine du travail qui est en principe la mieux, enfin, la plus légitime pour évaluer sur place les conditions de travail. Ce que je peux rappeler, c'est que quand on est transplanté, on est immunodéprimé, on est une personne à risque. C'est identifié dans le décret qui est d'ailleurs disponible sur le site de Santé publique France et qui rappelle que les patients peuvent rester chez eux en arrêt de travail ainsi que leur conjoint si ce conjoint est exposé à un métier à risque. Bon, voilà, après, c'est une affaire de cas d'espèce. Sur l'activité, je voudrais juste reprendre une question qui a été posée tout à l'heure. Et je peux confirmer que le vélo est une très bonne chose et qu'il vaut mieux faire du vélo que d'aller faire ses courses dans un supermarché. Voilà. C'est sûr. Je trouve d'ailleurs que la médecine du travail ne nous aide pas tant que ça. Et souvent, ils nous renvoient le bébé avec, en disant posez la question à votre néphrologue. Ça arrive assez souvent. Après, donc, les autres questions sont un peu ont la même inquiétude. Mes enfants vont reprendre l'école. Je suis immunodéprimée. Je télétravaille et je m'interroge sur les conséquences de la reprise de l'école et donc du risque de contamination par les enfants. Est-ce que je dois prendre des précautions supplémentaires dès que les enfants rentrent de l'école? Est-ce que je dois m'isoler? On entend souvent cette question. Oui, oui. On parle de l'école. Je pense que si on voulait quand même être très rigoureux, on pourrait dire que la reprise de l'école pour les enfants de transplantés n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Surtout si c'est petit où l'école n'est pas… Je pense que surtout dans les zones qui sont encore plus à risque. Donc, je pense que sur ce point, il faut être vigilant, quoi. Il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui restent, qui sont fermées. Donc, en tout cas, jusqu'au mois de septembre, jusqu'à ce qu'on soit éventuellement à distance d'une deuxième vague, moi, je préconiserais plutôt des recommandations prudentes vis-à-vis des enfants à l'école chez les patients transplantés, pour les patients transplantés. Après, pour que certaines personnes aient une réponse précise à leurs questions, puisqu'elles l'ont posée, un monsieur qui est animateur sportif et qui donne des cours à des personnes âgées. Donc, si les activités sportives sont autorisées début juin, est-ce qu'il peut reprendre ce travail? C'est pas facile de répondre à tout. C'est pas facile. Je te remercie. Je pense que là encore, c'est pareil, tout dépend si c'est des activités de plein air ou pas. Le risque, c'est tant pour les personnes âgées que pour lui. S'il est transplanté, encore une fois, il ne faut pas être au contact de personnes à risque. Donc, tout dépend à quelle population il s'adresse. Voilà, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, vous voyez, on n'a pas toujours la réponse. Tous les jours, on nous pose des questions comme ça et puis on se concerte avec les collègues. La plupart des réponses, c'est une affaire de bon sens et de pragmatisme. Je pense que naturellement, si vous faites des cours dans un milieu relativement confiné, voilà, je pense que c'est pas une très bonne chose. En revanche, si vous faites de l'activité physique en plein air, c'est quelque chose qui est quand même envisageable. Voilà. Et au mois de juin, on peut faire du plein air.
Oui. Bon, ben, voilà, toutes les questions ont été passées en revue. Merci. Et puis, merci à vous tous. Donc, j'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions parce que la reprise de la greffe est une grande question pour beaucoup d'entre vous. Donc, merci à Cécile pour la logistique de cette réunion. Et puis, merci à vous. On avait quelques petites questions encore sur le chat, mais il y en a tellement qu'elles sont un peu difficiles de tout poser. Et puis, il y en a qui se recoupent beaucoup. Donc, je ne vois pas comment on peut répondre exactement à tout le monde parce qu'effectivement, c'est des questions un peu précises et qui se regroupent. Donc, si jamais il y en a d'autres, on essaiera de vous faire une petite réponse parallèle. Voilà. Merci beaucoup en tout cas du temps que vous nous avez accordé. On est monté jusqu'à 151 auditeurs. Et donc, c'est pas mal, beau score. Ça suscite l'intérêt en tout cas. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bon, on est obligé de décrocher.